chapitre qui s'appelle exemple de loi de probabilité à densité continue. Alors, c'est un chapitre qui, d'un point de vue théorique, n'est pas forcément simple, mais après, vous allez voir, les exercices, ils sont assez faciles. Et c'est un petit peu toujours la même chose. Donc, dans ce chapitre, on va définir ce qu'est une probabilité à densité continue, et on va donner deux exemples, sachant qu'au programme, en tout, on en a trois exemples de loi de probabilité à densité continue. On en verra deux dans ce chapitre, et le dernier exemple, on le verra dans le dernier chapitre, le chapitre 16. Entre-temps, on fera le chapitre 15 où on refera un peu de géométrie dans l'espace avant de revenir sur les probabilités. Alors, je vous avais demandé de regarder pour hier, du coup, ce petit exercice. On considère une cible qui est constituée de différents secteurs. Le plus petit secteur au centre, c'est un cercle de rayon 1 cm. Et puis ensuite, ce sont des couronnes qui sont délimitées par des cercles de rayon 3 cm, 7 cm, 13 cm, et la cible en tout a un rayon de 20 cm. Donc en tout, on a 5 secteurs. Le secteur du centre, le petit cercle, puis la première couronne blanche, la première couronne noire, la deuxième couronne blanche et la deuxième couronne noire. Donc ça nous fait 5 secteurs. Et la question était, si on tire une fléchette sur cette cible, et on suppose qu'elle atteint un point au hasard, quelle est la probabilité que la fléchette atteigne chacun des 5 secteurs délimités par les cercles? Alors, pour répondre à cette question, une modélisation naturelle, c'est de considérer que la probabilité d'atteindre un secteur va être proportionnelle à son aire. Plus la surface, plus le secteur est grand, plus on va avoir de chances de l'atteindre. Donc, un modèle assez naturel, c'est de dire on va mettre une proportionnalité entre l'aire du secteur et la probabilité que la fléchette atteigne ce secteur. Donc, si j'appelle S1, S2, S3, S4, S5 les 5 secteurs du plus petit au plus grand, donc S1 c'est le petit disque de 1 cm et S5 c'est la grande couronne noire, donc je numérote mes 5 secteurs de S1 jusqu'à S5, et puis on va appeler C la cible tout entière. Alors, les aires sont données par le tableau suivant. Donc, le secteur S1, c'est un petit disque de rayon 1. Donc là, toutes mes aires, je les écris en centimètres carrés. Donc, ça fait pi fois r carré. R valant 1, ça fait pi fois 1 au carré, donc en fait pi. Et puis ensuite, pour calculer l'aire des couronnes, je fais l'aire d'un disque, l'aire du grand disque, moins l'aire du petit disque. Par exemple, ici, si je reviens sur cette grande couronne, la grande couronne noire ici, pour calculer son aire, je peux faire l'aire de la cible moins l'aire d'un disque qui aurait pour rayon 13, c'est-à-dire le cercle ici qui délimite. Et chaque couronne, je peux l'obtenir comme un disque dans lequel j'enlève un disque. Donc ça va faire une différence d'aire de disque. Donc pour le secteur S2, ça va faire pi fois 3 au carré moins pi fois 1 au carré. Donc ça, c'est le disque de rayon 3 moins le disque de rayon 1. Et ainsi de suite pour tous les autres. Et la cible en entier, elle par contre c'est un disque plein, la cible, donc elle a une aire de pi fois 20 au carré. Donc voilà les différentes aires. Et donc si on prend comme modèle de probabilité que la probabilité d'atteindre une partie de la cible, c'est l'aire de cette partie divisée par l'aire de la cible, ben vous faites les calculs et vous arrivez à ce tableau. Donc pour S1, on trouve 1 sur 400, pour S2, on trouve 1 sur 50, pour S3, on trouve 1 sur 10, S4, on trouve 1 sur 10, S5, on trouve 231 sur 400. Vous pouvez vérifier que la somme fait bien 1, c'est-à-dire la probabilité totale de toucher la cible. Alors, maintenant, on va généraliser un peu ce qu'on vient de faire en se disant, si je prends une couronne quelconque. Donc je prends une couronne, c'est-à-dire une partie de la cible qui est délimitée par deux cercles concentriques. Tous mes cercles sont tous centrés au centre de la cible. Et donc deux cercles de rayon petit r et grand R, avec petit r plus petit que grand R, et tous les deux compris entre 0 et 20. Alors, la probabilité que la fléchette atteigne cette couronne, c'est P fois R au carré, donc ça c'est le rayon du grand cercle, donc ça c'est l'aire du grand disque, moins l'aire du petit disque, sur l'aire de la cible en tout. Donc ça c'est la probabilité générale pour n'importe quelle couronne que la fléchette atteigne cette couronne.
Alors, on peut remarquer qu'en fait, la seule chose qui compte pour savoir si une fléchette est dans une certaine couronne ou pas, c'est la distance entre le centre de la cible et le point d'impact. Donc ça nous amène naturellement à introduire cette distance que je vais appeler grand X. Et cette distance grand X, ça définit une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais lancer la fléchette, le point d'impact il va varier de façon aléatoire sur la cible. Et donc, je vais avoir une distance, la distance de l'origine jusqu'au point d'impact, qui va varier en fonction de mon lancer. Donc, ça me fait une variable aléatoire dont les valeurs sont comprises entre 0 et 20, puisque x, c'est la distance entre le centre de la cible et le point d'impact. Donc, cette distance, elle est entre 0 et 20. Donc, on peut schématiser les choses de la manière suivante. Là, en gris clair, imaginons c'est ma couronne. Donc, elle a pour petit rayon, petit r, pour grand rayon, grand R. Et dire qu'on atteint cette couronne, ça veut juste dire que si je regarde la distance ici, grand X, entre le centre de la cible et le point d'impact ici, cette distance est égale à un nombre, grand X, compris entre petit r et grand R. Et en fait, c'est la seule chose qui compte. On se fiche de savoir qu'on a atteint la cible ici, ou là, ou là, ou là. La seule chose qui est importante, la seule chose qui permet de savoir si on est ou pas dans la couronne, c'est la distance par rapport au centre. Alors, on a donc, avec la notation précédente, la probabilité d'atteindre la couronne S, c'est-à-dire la probabilité que la distance entre le centre et le point d'impact soit entre petit r et grand R, est égale à pi fois grand R carré moins pi fois petit r au carré sur pi fois 20 au carré. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que si je considère la fonction grand F qui à t associe pi fois t au carré, alors on a probabilité que x soit entre petit r et grand R égale grand F de grand R moins grand F de petit r sur pi fois 20 au carré. Adrien, tu demandes, on rapporte le disque à un rayon? Non, je ne dis pas qu'on rapporte le disque à un rayon. Je dis juste que si je regarde une certaine couronne ici, donc ça c'est une couronne sur la cible. Il faut imaginer que la cible elle est plus grande, elle dépasse. Là j'ai juste représenté une couronne de la cible. Si je regarde quelle est la probabilité que j'atteigne cette couronne, eh bien la probabilité d'atteindre cette couronne, elle ne dépend que d'une chose, c'est quelle est la distance entre le point d'impact et le centre de la cible. Si je connais ce paramètre, je peux décider ou non si la fléchette est dans la couronne qui m'intéresse ou pas. Si la distance x elle est plus petite, je vais être ici. Si mon point d'impact est ici, je vais avoir une distance qui est plus petite que petit r, donc je serai en dehors de la couronne. Si maintenant j'ai un point d'impact qui est ici, je vais avoir une distance grand X qui sera plus grande que grand R. Donc je serai en dehors de l'aire de la couronne. Donc tout ce que je dis, c'est que pour être dans cette aire, dans cette surface, il faut que grand X soit compris entre petit r et grand R. Peu importe où j'atteins, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'ai modélisé avec les petits pointillés là. Les petits pointillés, ils me disent, partout où je suis sur ces pointillés, grand X a la même valeur. Et dans tous ces cas-là, je serai dans la couronne. Donc, si j'appelle grand F la fonction qui a t associe pi fois t au carré, la probabilité que grand X soit entre petit r et grand R, c'est égal à f de grand R moins f de petit r sur pi fois 20 au carré. Alors, on va juste remplacer ici, ça c'est f de grand R, ça c'est f de petit r. Bon, on aurait pu remarquer qu'au dénominateur c'était f de 20, mais ce n'est pas très important pour la suite. Alors, pourquoi j'ai appelé ça grand F? Et à quoi ça nous fait penser grand F de R moins grand F de petit r? Si j'appelle petit f la dérivée de grand F, donc petit f ça vaudra 2 pi fois t, alors je peux remarquer que grand F c'est une primitive de petit f, et donc grand F de grand R moins grand F de petit r, c'est exactement l'intégrale de petit r grand F de petit f de t dt. Donc cette différence, elle fait naturellement apparaître l'intégrale d'une fonction. Alors après, vous avez une constante pi fois 20 au carré, là, qu'on pourrait mettre en dehors ou à l'intérieur de l'intégrale, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc pour la suite, pour la cohérence avec la suite, je la mets dedans, c'est pas très important. Et donc je peux exprimer la probabilité d'atteindre une certaine couronne sur la cible comme l'intégrale entre petit r et grand R, donc qui sont les deux rayons qui délimitent la cible, d'une fonction petit f, fois dt. Alors une fonction petit f divisée par l'aire totale de la cible, ça c'est juste pour que
notre probabilité fasse bien 1 quand on les ajoute à la fin, mais ce n'est pas très important. Alors, comment interpréter cette égalité? Comment interpréter ça? Probabilité que x, compris entre petit r et grand R, égale cette intégrale. Pourquoi une intégrale qui apparaît et comment l'interpréter? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que la fonction petit f qui apparaît, 2π fois t, ce n'est pas une fonction quelconque, ce n'est pas quelque chose qui est totalement inconnu. Ça, c'est la circonférence d'un cercle de rayon petit t. Donc, on était en train de calculer des aires. La fonction grand F que j'ai introduit avant, ici, cette fonction grand F, c'est la fonction en fait qui me donne l'aire d'un disque de rayon petit t. Et quand je dérive grand F, je trouve 2π fois t, et ça n'est rien d'autre que la circonférence du cercle de rayon petit t. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué ça, mais quand vous prenez l'aire d'un disque et que vous le dérivez, eh bien vous obtenez le rayon, la circonférence, pardon, le périmètre d'un cercle. Donc, comment interpréter cette égalité? On peut l'interpréter en remarquant que petit f, c'est donc la circonférence d'un cercle de rayon petit t. Et donc, l'idée, c'est que la fléchette va atteindre la cible si et seulement si elle se trouve sur un cercle, dont le rayon t est compris entre petit r et grand R. Donc, ce que je dis, c'est que si je reprends mon schéma qui est ici, atteindre la cible ici en gris, c'est exactement équivalent à dire je vais atteindre un certain cercle dont le rayon est compris entre petit r et grand R. Donc, voilà comment on peut interpréter le fait qu'on voit apparaître ici l'intégrale petit r grand R de la fonction circonférence du cercle. C'est l'idée que atteindre la couronne, c'est atteindre un cercle dont le rayon est compris entre petit r et grand R. Et donc, l'intégrale, le fait d'intégrer cette fonction, c'est quelque chose qui va en quelque sorte nous permettre d'ajouter, d'accumuler tous ces cercles. Si vous prenez tous les cercles de rayon, le centre de la cible et de rayon petit t, si vous les collez tous les uns aux autres, pour petit t compris entre petit r et grand R, eh bien vous obtenez exactement la couronne. La couronne, vous pouvez la voir comme des petits cercles qu'on aurait collés les uns aux autres, et en collant tous ces cercles, eh bien on reconstitue l'intégralité de la cible, l'intégralité de la couronne, pardon. Alors, question, pourquoi est-ce qu'on a une intégrale qui apparaît et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une somme? Puisqu'en quelque sorte, on pourrait dire que la couronne, c'est une somme de cercles. On ajoute des cercles les uns aux autres, on les recolle et on obtient une couronne. Du coup, pourquoi est-ce qu'on a une intégrale qui apparaît d'un coup et non pas une somme classique? Alors, on peut donner deux raisons à ça. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une somme habituelle qui apparaît? La somme habituelle, elle créerait deux problèmes. Le premier problème, c'est que des cercles, entre le cercle de rayon petit t et le cercle de rayon grand t, de petit r et grand R, il y en a une infinité. Donc il faudrait additionner une infinité de nombres, et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas additionner une infinité de nombres. Et le deuxième problème, c'est que si je regarde un cercle, ça a une aire qui est nulle. Et donc, même si je savais ajouter une infinité de nombres, qu'est-ce que je ferais? J'ajouterais toutes ces aires, mais toutes ces aires, elles sont nulles. Et qu'est-ce que je trouverais si j'ajoutais des zéros? Je trouverais 0. Or, l'aire de la couronne, c'est pas 0. Donc, on ne peut plus rester avec des sommes classiques. Il faut changer d'objet. Et donc, c'est plus une somme, c'est une intégrale qui va apparaître. Et cette intégrale, elle va en quelque sorte nous permettre d'ajouter des petits cercles comme ça pour fabriquer ma couronne. Alors, question métaphysique, qui va peut-être vous troubler un petit peu au début, mais qui ne doit pas vous troubler si vous avez bien compris. Quelle est la probabilité d'atteindre le cercle de rayon R avec mon modèle? Est-ce que quelqu'un a la réponse à cette question? Avec le modèle que j'ai choisi, quelle est la probabilité, non pas d'être dans une couronne entre petit r et grand R, mais d'être exactement sur le cercle de rayon petit r, ou grand R, peu importe, n'importe quel cercle. Donc, avec le modèle que j'ai choisi, quelle est la probabilité d'être sur un cercle? L'intégrale de 1 à petit r, non, c'est pas l'intégrale de 1 à petit r. Pourquoi 1? Ah non, le centre, c'est 0. Et si tu fais l'intégrale de 0 à petit r, tu vas avoir la probabilité d'être dans le disque. Et oui, ça va être 0.
ça va être 0. Pourquoi ça va être 0? Parce que c'est l'intégrale de petit r à petit r de ma fonction. Et l'intégrale de petit r à petit r, ça fait 0. Donc la probabilité que grand X soit égal à petit r avec ce modèle, c'est 0. Alors ça, il ne va pas falloir que ça vous perturbe. C'est comme ça, il va falloir s'y faire. C'est totalement cohérent avec mon modèle. Hein. Mon modèle, c'était de dire la probabilité d'atteindre un secteur de la cible, c'est l'aire de ce secteur sur l'aire totale. Mais ici, si je prends juste un cercle, l'aire d'un cercle, c'est nul. Donc la probabilité est nulle. Ça ne pose pas de problème théorique. Donc ce type d'événement, x égale r, on verra que dans la pratique, ils n'auront pas beaucoup d'intérêt, parce qu'ils auront tous une probabilité égale 0. Donc on s'intéressera toujours à des événements du type x compris entre petit r et grand R. Pourquoi l'intégrale de petit r à grand R, de petit r à petit r? Parce que une couronne, un cercle de rayon petit r, je peux le voir comme la couronne qui est délimitée par le cercle de rayon petit r et le cercle de rayon petit r aussi. Une couronne, un cercle, c'est rien qu'une couronne pour laquelle les deux cercles sont identiques. Donc, j'intègre de petit r à petit r. Ça revient exactement à faire l'aire de ma couronne, mais cette couronne, en fait, elle n'a pas d'épaisseur. Et donc, comme elle n'a pas d'épaisseur, elle n'a pas d'air. Enfin, son air est nul. Alors, bon, ça peut quand même vous paraître un peu perturbant, parce que vous pourriez me dire, d'accord, mais vous êtes en train de dire que donc, si je prends un cercle, et si je regarde la probabilité d'atteindre ce cercle, c'est nul. Bon, mais imaginons, je lance ma fléchette et je tombe pile sur ce point-là. Je tombe pile sur ce point. Donc, je suis tombé sur ce cercle. Donc, ça arrive. Or, vous me dites que la probabilité que ça arrive est égale à 0. Donc, il y a quelque chose d'un peu contradictoire, puisqu'on aurait un événement qui se produit, un événement qui arrive, mais qui a une probabilité nulle. Bon, alors ça, il ne faut pas que ça vous perturbe, alors pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est que un cercle, c'est un objet purement intellectuel, c'est un objet abstrait. Quand je représente ici mon cercle, en fait, d'un point de vue physique, ce cercle, il a une épaisseur, en fait, là. Mes pointillés, ils ont une épaisseur. Un cercle, c'est un objet idéal qui n'existe pas. De la même manière, quand je dis ma fléchette va atteindre un cercle, ma fléchette, quand je la lance, elle va atteindre la cible, et sur la cible, elle va atteindre un petit espace qui sera un petit trou. Ce petit trou, il a un petit rayon, aussi petit soit-il, peut-être de l'ordre du demi-millimètre ou du quart de millimètre, mais ça a une certaine épaisseur. Donc ça n'atteint pas un point au sens mathématique du terme, ça atteint un petit disque qui a une petite surface. Donc en fait, toutes les notions de point, de cercle, ce sont des notions abstraites, théoriques. Dans la pratique, si vous voulez dessiner un cercle, vous allez toujours dessiner quelque chose qui a une petite épaisseur, donc c'est une couronne. Si vous dessinez un point, comme je l'ai fait là avec mes croix, là, mon point d'intersection, il a une petite épaisseur. Donc les choses sans épaisseur, ça n'existe pas en fait, dans la réalité. Ça, ce sont des concepts purement mathématiques, purement abstraits. Donc il ne faut pas que ça vous perturbe, parce qu'en fait, si vous lancez une fléchette de façon réelle sur une cible, eh bien l'impact, il aura une petite épaisseur. Et donc il ne sera pas exactement sur un cercle, il sera dans une petite couronne. Peut-être extrêmement petite, mais il sera dans une couronne. Et donc la probabilité de ça ne sera pas nulle. Donc c'est cohérent avec ce qu'on est en train de faire. Donc vous voyez, l'idée c'est que, en fait, dire que la distance est exactement égale à 0, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver, parce que mon point d'impact, il aura une petite épaisseur. Il ne sera pas d'épaisseur nulle. Donc il ne faut pas que ça vous perturbe, et puis il faut que vous vous y fassiez. Ce genre de truc, ça aura toujours une probabilité nulle quand on fait ce qu'on est en train de faire. Alors, vous voyez la grosse différence par rapport aux probabilités que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on fait là, c'est que les probabilités que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, vous travaillez toujours sur des univers finis. Je lance une pièce, mon univers, c'est pile ou face, 2 éléments. Je lance un dé, mon univers, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 6 éléments. J'ai une urne avec des boules, avec 100 boules, je tire une boule au hasard, mon univers, c'est l'ensemble des 100 boules. Tout ça, ce sont des univers finis. Tant qu'on est avec des univers finis, on peut ajouter des probabilités pour avoir la probabilité d'un événement. Ici, on travaille avec un univers qui n'est plus fini. Alors, c'est pas tout à fait l'univers. Enfin, l'univers ici, c'est quoi? C'est l'ensemble des points d'impact, au sens théorique du terme. Et en fait, on n'arrive pas à travailler là-dessus. Donc, on va travailler sur un objet plus simple,
qui est la distance entre l'origine le centre de la cible et le point d'impact. Ça me donne une variable grand X qui a des valeurs entre 0 et 20, mais a priori des valeurs dans n'importe quelle valeur dans l'intervalle 0-20. Et donc, c'est cet intervalle qu'on va étudier, qui va en fait jouer le rôle de l'univers en quelque sorte pour nous, et cet intervalle, il a une infinité de valeurs. Et donc là, il n'est plus du tout question de faire des probabilités au sens habituel du terme, de faire des sommes. Il va falloir remplacer ces sommes, telles qu'on les faisait jusqu'à aujourd'hui, par des intégrales. Et les probabilités, les tableaux de probabilité que vous faisiez jusqu'à aujourd'hui, quand on faisait une loi de probabilité, on faisait un tableau, ça va être remplacé par une certaine fonction qui va nous donner la probabilité. Donc ici, la variable aléatoire x ne prend pas un nombre fini de valeurs, comme ce que vous avez étudié jusqu'à aujourd'hui, mais elle prend un nombre infini qui appartient à tous les éléments d'un intervalle. Et donc, on dit que x, c'est une variable aléatoire à densité continue. Et la densité, c'est la fonction qui apparaît dans l'intégrale, f de t sur pi fois 20 au carré. Donc voilà pour cet exemple, pour essayer de vous faire comprendre les définitions qu'on va donner maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y a des intégrales qui vont apparaître? Pourquoi est-ce qu'il y a des aires qui vont apparaître? Et pourquoi est-ce que ça, c'est nécessaire du moment qu'on se met à travailler non plus sur des univers simples, finis comme vous l'avez fait aujourd'hui, mais sur des univers beaucoup plus compliqués. Alors, il faut bien vous dire que ça, c'est pas quelque chose de simple, hein. Si tout ça vous semble un peu difficile, un peu théorique, c'est pas étonnant, hein. Les probabilités, on a commencé à en faire de façon sérieuse, on va dire, au XVIIe, XVIIIe siècle. La théorie qu'on est en train d'esquisser, parce qu'en fait, on va pas vraiment la voir de façon très rigoureuse ensemble, telle qu'on va l'esquisser, ça date du début du XXe siècle, vers les années 30, hein. Donc, vous voyez que c'est pas du tout des choses qui ont été découvertes au même moment. Donc, c'est des choses qui sont plus compliquées. Mais encore une fois, la théorie est assez compliquée, et on la verra pas en entier d'ailleurs, mais vous allez voir que les exercices, eux, sont pas compliqués. Alors, généralité. Donc, oui, est-ce qu'il y a des questions avant que je passe aux généralités? Pas de questions? Alors, donc, pour éviter à chaque fois d'écrire tous les cas possibles, je vais adopter dans ce cours une notation qui est une notation purement intrinsèque à mon cours, hein, c'est pas du tout quelque chose d'universel, il faudrait surtout pas l'utiliser dans une copie si vous en aviez besoin. C'est, je vais écrire des crochets comme ça, avec un tiret à la fois vers la droite et vers la gauche, pour signifier que ce truc-là, ça peut être soit un crochet ouvert, soit un crochet fermé, en fait, on s'en fiche. Donc, quand j'écrirai AB entre ces deux symboles-là, cette espèce de I allongé, ça voudra dire que c'est n'importe quel intervalle, AB fermé, AB ouvert en B, AB ouvert en A, ou AB ouvert partout, peu importe. C'est juste pour éviter d'écrire à chaque fois soit A et B, enfin, soit I, l'un des intervalles qui est là. Donc, j'écrirai ça pour dire que c'est n'importe lequel de ces quatre-là. Et pareil, si j'écris A plus l'infini avec ce symbole, ça veut dire que c'est soit A ouvert, soit A fermé. Comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Donc c'est juste pour que ce soit pratique pour nous, pour que ça aille plus vite, hein, mais c'est pas du tout une notation standard que vous retrouverez par ailleurs. Alors, donc je prends un intervalle I qui est soit de la forme AB, soit de la forme A plus l'infini, avec les crochets comme vous voulez, et je considère une fonction f qui est continue et positive sur I. Alors, on dit qu'une fonction f est une densité de probabilité sur I si elle vérifie la condition suivante, soit l'intégrale de a à b de f égale 1 dans le cas où I égale l'intervalle AB, ouvert ou fermé, soit la limite quand x tend vers l'infini de l'intégrale de ax de f égale 1. Donc ça, c'est simplement pour qu'on ait une probabilité. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu besoin de diviser par pi fois 20 au carré. En fait, le f de tout à l'heure, ce n'est pas le f qui est là. Le f qui est là, c'est le f de tout à l'heure divisé par pi fois 20 au carré pour que l'intégrale fasse bien 1. Donc ça, c'est seulement pour qu'on soit sûr d'avoir des probabilités sur notre intervalle AB. C'est-à-dire que quand on va considérer l'intervalle AB tout entier, eh bien, le résultat doit faire 1. Mais le résultat, c'est le calcul de cette intégrale. Donc, on va imposer que notre fonction vérifie ça. Alors, si jamais vous aviez une fonction continue et positive qui ne vérifie pas ça, c'est pas très difficile d'en faire une probabilité, hein. Il suffit de la diviser par l'intégrale. Si l'intégrale de a à b de f faisait 12, eh bien, il suffirait que je considère f sur 12. Par linéarité, le 1 sur 12, je pourrais le sortir.
Donc ça ferait 1 sur 12 fois l'intégrale de a à b de f, et donc ça ferait 12 fois 1 sur 12, ça ferait 1. Donc en fait, toute fonction continue et positive peut être transformée en densité de probabilité si on veut. Bon, mais après, ne vous inquiétez pas, les densités de probabilité, on vous les donnera. Ce ne sera pas à vous de les inventer, hein. Parce qu'en fait, nous, on l'a défini, notre densité de probabilité dans l'exemple. Ça, c'est un travail que vous ne ferez jamais. On vous la donnera et vous aurez juste des calculs à faire dessus. Donc en fait, ce chapitre, il va se résumer à peu près à faire des calculs d'intégrales, et des intégrales en plus assez simples, beaucoup plus simples que celles qu'on a vues dans le chapitre 13. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour les exercices, vous allez voir, ça va être assez facile. Alors évidemment, dans le cas où mon intervalle c'est a plus l'infini, je ne peux pas faire l'intégrale de a plus l'infini. Donc dans ce cas-là, je le remplace par une limite. Je vais regarder la limite quand x tend vers l'infini de l'intégrale de a à x de f. Alors, une remarque qui ne nous servira pas dans ce chapitre, mais qui nous servira dans le chapitre 16, dans le dernier chapitre de l'année, c'est qu'on peut en fait aussi, si on veut définir une densité de probabilité sur R tout entier, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini, dans ce cas-là, il faut prendre une fonction qui est toujours continue et positive, et en plus, quand je calcule l'intégrale de a à b de f, il faut que, à la fois quand je fais tendre la borne inférieure a vers moins l'infini, et quand je fais tendre la borne supérieure b vers plus l'infini, cette double limite soit égale à 1. Donc c'est l'idée que quand je regarde ma fonction, enfin plutôt l'intégrale de la fonction sur R tout entier, ça doit faire 1. Alors c'est possible de trouver des fonctions comme ça, on en verra des exemples. Alors, définition 3, c'est la définition telle qu'elle apparaît dans votre programme. À mon avis, c'est peut-être pas la façon la plus claire d'énoncer les choses, mais après, je vais vous expliquer ça ou vous illustrer ça de façon, à mon avis, un peu plus imagée et un peu plus claire pour nous. Alors, on considère une densité de probabilité sur un intervalle. Donc, une densité, c'est une fonction. C'est juste une fonction définie sur i, qui est continue et positive, et dont l'intégrale sur i vaut 1. Alors, on va s'intéresser à une expérience aléatoire sur un certain univers oméga. Oméga, on ne le connaît pas tellement, on s'en fiche un peu en fait. Si je reprends l'exemple de la cible, oméga, c'est tous les points de la cible. Et donc, je m'intéresse à une expérience sur cet univers modélisé par une probabilité petit p. Donc, si vous reprenez mon exemple, l'univers oméga, c'est la cible, p, c'est l'idée que la probabilité d'un secteur, c'est proportionnel à son aire. On considère une variable aléatoire x définie sur oméga à valeur dans i. Donc, avec mon exemple de la cible, x, c'est la distance par rapport à l'origine du point d'impact, et i, c'est tous les nombres de 0 à 20. On dit que x suit la loi de probabilité de densité f si, pour tout intervalle j inclus dans i, la probabilité que x appartienne à j est égale à l'aire de la partie du plan définie comme l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que x est dans j et y est compris entre 0 et f de x. Bon, ça c'est une façon compliquée de dire quoi? De dire que la probabilité que x appartient à j, ce sera l'aire sous la courbe sur l'intervalle j, c'est tout. Puisque ma fonction f, elle est positive, donc une aire, ma fonction f est positive, donc elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, pardon. Donc l'aire des y entre 0 et f de x, c'est l'aire sous la courbe. Et le x, je le prends dans j, donc je vais faire juste simplement l'aire sous la courbe sur l'intervalle j. Donc de façon imagée, si ça c'est ma densité, donc c'est une fonction qui est continue positive sur l'intervalle 0,3, ici j'ai pris. Alors j'ai pris une fonction qui est en fait égale à t puissance 3 sur 27. Pour vérifier que son intégrale, ça fait bien 1. Donc là, ici, l'aire sous la courbe, c'est bien 1. Donc ici, mon intervalle i, c'est 0,3. Je prends un intervalle j, quelconque. Eh bien, si x a pour densité cette fonction-là qui est représentée par la courbe en bleu, la probabilité que x soit dans j, c'est-à-dire que les valeurs de x soient comprises entre, je sais pas moi, à peu près 1,8 et 2,7, quelque chose comme ça, ça va être simplement l'aire sous la courbe au-dessus de l'intervalle j. Donc la probabilité que x appartient à j, ce sera juste cette aire. Et donc, ça sera une intégrale. Alors, quelques notations. Donc, la notation x appartient à j, c'est une notation abrégée qui, en fait, est un petit abus d'écriture. Ça désigne l'ensemble des événements élémentaires petit oméga dans grand oméga, tels que x de oméga appartient à j. Si je reprends mon exemple, quand je dis x appartient à l'intervalle, par exemple, je sais pas moi, 0, non pas 0, 1, 2, par exemple, voilà, x appartient à 1, 2, donc ça veut dire que
cet événement, c'est j'ai atteint un point de la cible dont la distance à l'origine est comprise entre 1 et 2. Donc ça veut dire que ça désigne l'ensemble des petits oméga. Les petits oméga ici, c'est les points de grand oméga qui est la cible. Donc c'est l'ensemble de tous les points de la cible dont la distance à l'origine appartient à J, c'est-à-dire est compris entre 1 et 2. Voilà. Ça veut juste dire ça. Alors, dans le cas où J s'écrit sous la forme CD, alors crochet fermé, on pourra aussi dire grand X compris entre C et D avec des inégalités larges. Si J, ça s'écrit CD avec crochet ouvert, ça veut dire que X est strictement supérieur à C, inférieur ou égal à D. Au contraire, si J, c'est CD avec crochet ouvert en D, ça veut dire X inférieur strictement à D, supérieur ou égal à C. Et si J est strictement compris entre C et D, dans l'intervalle ouvert, ça veut dire X strictement supérieur à C, strictement inférieur à D. Donc, dans la pratique, on utilisera plus ces notations-là, les notations avec les inégalités, plutôt qu'avec les J appartient à. Et dans le cas où J est de la forme C plus l'infini, ouvert ou fermé, eh bien, dire que X appartient à J, ça veut dire soit que X est supérieur ou égal à C, dans le cas d'un intervalle fermé, soit que c'est strictement supérieur à C, dans le cas d'un intervalle ouvert. Bon, dans tout ce qui suit, à chaque fois, je me place dans les hypothèses de la définition 1, c'est-à-dire que toutes les fonctions que je prendrai, quand je dirais que j'ai une densité, une fonction de densité, c'est que je prendrai donc une fonction qui est continue, positive, et dont l'intégrale vaut 1, ou dont la limite de l'intégrale vaut 1. Alors, définition. Donc, si j'ai un intervalle de la forme CD, donc avec des crochets ouverts ou fermés, peu importe, inclus dans I, la probabilité que X appartient à J, c'est l'intégrale de CAD de F. Bon, ça c'est évident, puisque j'ai dit que l'intégrale, c'était l'aire sous la courbe. Puisque ma fonction est positive, l'aire sous la courbe, c'est l'intégrale. Ainsi, ici c'est petit c et ici c'est petit d. L'aire entre c et d, c'est l'intégrale de c à d de la fonction petit f. Donc ça, c'est pas étonnant. En particulier, cette probabilité est la même que les crochets soient ouverts ou fermés. Autrement dit, la probabilité est la même qu'on utilise des inégalités larges ou strictes. Donc, que vous cherchez la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 2, ou strictement supérieur à 1, inférieur ou égal à 2, c'est la même. C'est la même parce que, simplement, qu'est-ce qui diffère dans ces deux choses-là? D'un point de vue graphique, ça sera juste d'intégrer ou pas un petit segment au-dessus de la borne. Si je prends strictement supérieur à 2, ça veut dire que je ne prends pas x égale 2. Mais ça correspond juste à l'aire d'un segment. L'aire d'un segment, c'est 0, donc on s'en fiche. Deuxième propriété, la probabilité que x soit égal à c sera toujours nulle, puisque ça revient à faire l'intégrale de c à c. L'intégrale de c à c, c'est 0. Troisième définition, on va définir la probabilité que... Pour l'instant, j'ai défini seulement la probabilité que x appartienne à un intervalle. Maintenant, si je prends une union d'intervalles, eh bien, je vais faire la formule habituelle. La probabilité que ce soit dans l'union J union K, c'est la probabilité que ce soit dans J plus la probabilité que ce soit dans K, moins la probabilité que ce soit dans l'intersection. Donc là, vous retrouvez l'équivalent de la formule habituelle, P de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. En particulier, si J et K sont disjoints, c'est-à-dire si l'intersection est vide, eh bien, dans ce cas-là, J inter K, c'est vide, donc cette probabilité-là est nulle, et ça fait juste P de X appartient à J plus P de X appartient à K. Ensuite, si J et K sont complémentaires dans I, alors qu'est-ce que ça veut dire que les intervalles J et K sont complémentaires dans I? Ça veut dire que l'ensemble K, c'est tout ce qui est dans I, mais qui n'est pas dans J. Autrement dit, quand vous réunissez J et K, vous obtenez I, et que de plus, l'intersection de J et de K est vide. Donc ça veut dire que J et K, c'est des ensembles disjoints, dont la réunion est I. Alors dans ce cas-là, la probabilité que X appartient à J, c'est 1 moins la probabilité que X appartient à K. Là, vous retrouvez la formule habituelle, P de A bar égale 1 moins P de A. Alors enfin, petite... c'est une définition, mais... Oui, c'est une définition. Si I est de la forme A plus l'infini, et si J est de la forme C plus l'infini, dans ce cas-là, la probabilité que X appartienne à J, c'est la limite quand X tend vers l'infini de l'intégrale de C à X de F. Donc on prend cette intégrale,
et on fait tendre la borne ici vers l'infini. Alors, ça, c'est pas forcément très pratique dans les calculs parce que ça voudrait dire qu'il faut d'abord qu'on calcule une intégrale et qu'ensuite on fasse tendre cette intégrale vers, enfin, tendre x vers l'infini dans cette intégrale. Alors, on peut remarquer qu'en fait, si je regarde c plus l'infini, c plus l'infini, c'est tout ce qui n'est pas avancé. Donc, le complémentaire de c plus l'infini dans a plus l'infini, c'est ce qui est entre a et c. Et donc, en utilisant ce qu'on a dit au-dessus, on peut aussi dire que c'est 1 moins l'intégrale de a à c de f. Ça a l'avantage de ne pas faire calculer de limite. Donc là, vous avez directement la réponse, vous avez juste une intégrale à calculer, et ça vous donne la réponse. Alors, pour terminer, quels sont les types de questions qu'on peut vous poser? Donc, premier type de question qu'on peut vous poser, c'est vous donner une fonction, vérifier que c'est bien une densité de probabilité sur un certain intervalle et faire des calculs à partir de cette densité. Donc, exemple, montrer que la fonction f définie sur 0,1 par f de t égale 4 fois t cube est une densité de probabilité sur 0,1. Et si on a une variable x qui suit cette loi de probabilité, calculer la probabilité que x soit entre 0,25 et 0,75. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour montrer qu'on a une densité? Il faut 3 choses. Il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle, qu'elle soit positive sur l'intervalle, et que son intégrale sur l'intervalle soit égale à 1. Donc, on vérifie ces 3 propriétés. Bon, évidemment, 4t cube, c'est un polynôme, donc c'est continu. Comme t est entre 0 et 1, t cube est positif, donc 4t cube est positif, donc ça pose pas de problème. Et ensuite, on regarde son intégrale entre 0 et 1, puisque là, je suis sur l'intervalle 0,1, donc j'intègre f entre 0 et 1. C'est pas très difficile, puisqu'une primitive de 4t cube, c'est t puissance 4. Entre 0 et 1, ça va faire, alors ici, c'est pas t, c'est 1, donc c'est 1 puissance 4 moins 0 puissance 4, et 1 puissance 4 moins 0 puissance 4, ça fait 1. Donc, c'est bien une densité de probabilité sur l'intervalle 0,1. Alors maintenant, comment je calcule ça? Eh bien, ça, par définition, la probabilité que x soit entre 0,25 et 0,75, c'est juste l'intégrale de 0,25 à 0,75 de ma densité. Donc, j'intègre de 0,25 à 0,75 4 fois t cube. C'est donc t puissance 4 entre 0,25 et 0,75. Et donc, ça fait 0,75 moins 0,25. Là, c'est un 4 ici, hein, c'est pas un 5. Et donc, ça nous donne 0,3125. Des questions sur ce premier exemple? Donc, vous voyez que tout ce qu'on vous demande, c'est en fait de faire un calcul d'intégrale. Et bon, là, il n'y a pas de contexte, mais même s'il y avait un contexte, même si on vous disait, en fait, cette variable x, elle représente, je ne sais pas moi, un temps d'attente, une distance, je ne sais pas quoi, finalement, on s'en fiche. Hein. La seule chose qui compte, c'est quelle est la densité et quel est l'intervalle qui m'intéresse, et je fais un calcul d'intégrale. C'est tout. Alors, deuxième exemple, maintenant, on se place sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, sur cet intervalle 1 plus l'infini, on me demande de déterminer la valeur d'un réel lambda, tel que la fonction f définie sur 1 plus l'infini par lambda sur t cube soit une densité de probabilité. Et ensuite, on prend cette valeur de lambda, on prend une variable x qui a cette loi de probabilité, et on demande de calculer la probabilité que x soit dans 1, 5 ou dans 10 plus l'infini. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on a un intervalle qui est non borné, qui est de la forme a plus l'infini. Donc ça commence toujours pareil, il faut que la fonction soit continue et positive. Alors, lambda sur t cube, puisqu'il n'y a pas 0 dans l'intervalle, il n'y a pas de problème, c'est bien continu. Et ce sera positif si et seulement si lambda est positif, hein, puisque t est positif, donc la seule chose qui importe, c'est le signe de lambda. Donc il faut que lambda soit positif. Alors maintenant, pour l'intégrale, attention, comme je suis sur un intervalle de la forme a plus l'infini, il faut d'abord que je calcule l'intégrale de 1 à x, puis que je fasse tendre x vers l'infini. Donc je me donne un x plus grand que 1, je calcule l'intégrale de 1 à x de petit f, donc c'est l'intégrale de cette fonction-là, lambda sur t cube. Une primitive de lambda sur t cube, c'est moins lambda sur 2t carré. Donc entre 1 et x, ça va donc faire
la valeur en x, c'est-à-dire moins lambda sur 2x carré, moins la valeur en 1, mais avec le moins qui est là, moins et moins ça fait plus, lambda sur 2. Donc maintenant, je fais tendre x vers l'infini, donc ce terme ici tend vers 0, et donc ça tend vers lambda, j'ai oublié 1 sur 2. Ça tend vers lambda divisé par 2. Et donc, pour que ce soit une densité de probabilité, il faut que cette limite soit égale à 1. Autrement dit, il faut que lambda soit égal à 2. D'accord ? Donc, une fonction de ce type va définir une densité sur cet intervalle si et seulement si lambda égale 2. Alors évidemment, l'intervalle, c'est fondamental. Hein. Si j'avais pris non pas 1 plus l'infini, mais 3 plus l'infini, ça aurait changé la valeur de lambda. Donc la fonction, elle est intimement liée à l'intervalle sur lequel on travaille. Si vous changez d'intervalle, vous n'aurez plus une densité de probabilité en gardant la même expression. Alors maintenant, comment on peut s'y prendre pour calculer la probabilité qu'on nous demande? Alors pour ça, vous avez deux façons de vous y prendre, qu'on va voir maintenant. Alors, première façon, on peut remarquer que les deux intervalles qu'on me donne là, 1, 5 et 10 plus l'infini, sont disjoints. Il n'y a pas de nombre qui soit à la fois entre 1 et 5 et entre 10 et plus l'infini. Donc, comme ils sont disjoints, je peux calculer la probabilité de l'union comme la somme des deux probabilités. Voilà, l'intersection étant vide, il n'y a pas le moins P de x, là j'ai oublié un x appartient ici. X appartient à 10 plus l'infini. Donc, par définition, dire que x est entre 1 et 5, c'est l'intégrale de 1 à 5 de 2 sur t cube. Et dire qu'il est entre 10 et plus l'infini, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un moins, hein, c'est un plus ici. C'est plus l'intégrale de 1 à 10 de 2 sur t cube dt. Donc, je calcule ces valeurs. Ah si, pardon, je sais pourquoi j'ai mis un moins. Oui, je suis allé un peu vite. Non, c'était bien un moins ici. Donc, pardon, je reviens à cette étape. Donc, je dois calculer P de x qui est entre 10 et plus l'infini. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour calculer ça, je vais expliquer Sophie le plus 1. En fait, il faut le voir comme ça. Ça, l'intégrale de 1 à 5 de 2 sur t cube, ça correspond à cette valeur. Et ensuite, je dois ajouter cette valeur. Cette valeur, c'est une probabilité du type probabilité que x soit dans l'intervalle de la forme c plus l'infini. Donc, en prenant la définition, pour chercher cette probabilité, je dois calculer l'intégrale de 10 à x de ma densité et ensuite faire tendre x vers plus l'infini. Mais je vous ai dit tout à l'heure, pour éviter d'avoir à faire ce passage à la limite, je peux regarder l'événement complémentaire, le contraire. Donc le contraire d'être entre 10 et plus l'infini, c'est d'être entre 1 et 10, puisque nous, on est de toute façon entre 1 et plus l'infini. Donc le complémentaire de 10 plus l'infini, ça va être 1, 10. Et donc, je vais faire 1 moins la probabilité d'être entre 1 et 10. Et donc, c'est ce qui est ici. Le 1 moins l'intégrale de 1 à 10, c'est exactement 1 moins la probabilité d'être entre 1 et 10. Et 1 moins la probabilité d'être entre 1 et 10, c'est la probabilité d'être supérieure à 10. Donc voilà pourquoi je suis passé par là, hein, c'est pour éviter d'avoir à calculer une limite. C'est clair ? Oui ? Ok. Donc, ça me fait ma primitive de 2 sur t cube, c'est moins 1 sur t carré, entre 1 et 5, plus 1, moins la primitive de 2 sur t cube, c'est la même, évidemment, 1 moins 1 sur t carré, mais entre 1 et 10. Donc, on fait les calculs. Ça fait moins 1 sur 25. Hein, quand je fais t égale 5, ça me fait 25. Moins la valeur en 1, mais moins et moins, ça va faire plus 1. Ensuite, le deuxième plus 1, c'est celui qui est ici. Moins la valeur en 10. En 10, ça va faire moins 1 sur 10 au carré, c'est-à-dire moins 1 sur 100. Mais avec le moins qui est devant, ça fait plus. Moins la valeur en 1. Mais alors, moins la valeur en 1, ça fait 3 moins. Il y a le moins de moins la valeur en 1. Il y a le moins de moins 1 sur t carré. Puis il y a le moins qui est devant. Donc 3 moins, ça me fait un moins. Donc vous voyez qu'il y a 2 moins qui vont s'en aller, 2 moins 1 qui vont s'en aller, et au final, il va rester 97 sur 100. Donc première méthode, voilà, c'est de dire je vais découper ça en deux probabilités parce que c'est disjoint et je calcule les deux séparément. Alors la deuxième façon de faire,
c'est de remarquer qu'en fait, le complémentaire de 1, 5 union 10 plus l'infini dans 1, 5, c'est-à-dire quel est l'ensemble de tous les nombres qui ne sont pas là-dedans, eh ben, c'est tous les nombres qui sont entre 5 et 10. Donc je peux utiliser, plutôt que de calculer cette probabilité, je vais calculer la probabilité d'être entre 5 et 10. C'est beaucoup plus simple. Donc je dis la probabilité d'être entre 1 et 5 ou entre 10 et plus l'infini, c'est 1 moins la probabilité d'être entre 5 et 10. Je passe par le complémentaire. Comme ça me fait une seule intégrale à calculer, 1 moins l'intégrale de 5 à 10. Donc ça me fait 1 moins la primitive entre 5 et 10. Et donc, je retrouve le même résultat, 97 sur 100. Donc vous voyez, cette méthode 2, elle est plus avantageuse, elle va être plus courte. Elle permet de trouver plus simplement et plus rapidement le résultat. Alors, dernière chose pour aujourd'hui, dernière définition, la notion de probabilité conditionnelle. Ça peut se définir aussi pour les probabilités continues. Bon, la définition est quasiment la même, hein, c'est-à-dire que vous remplacez juste les événements A, B par des X appartient à quelque chose. Donc, si j'ai un intervalle J qui est inclus dans l'intervalle I, je suppose que la probabilité que X soit dans J n'est pas nulle, et je prends un intervalle K quelconque inclus dans I. Alors, on peut définir la probabilité conditionnelle de X appartient à K, sachant que X appartient à J, par probabilité que X soit dans K, sachant que X est dans J, c'est la probabilité que X soit dans K inter J, sur la probabilité que X soit dans J. Donc ça, c'est vraiment l'équivalent de P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Rien de nouveau là-dessus. Et en particulier, si l'intervalle, ça c'est un cas particulier très important, si K est inclus dans J, alors l'intersection de K et de J, ça va être K, et donc la probabilité que X soit dans K, sachant que X est dans J, ça sera P de X est dans K sur P de X est dans J. Et deuxième cas particulier, si K et J sont disjoints, c'est-à-dire si leur intersection est vide, dans ce cas-là ici, vous avez X appartient au vide, probabilité nulle, donc votre probabilité conditionnelle est nulle. Bon, ça se comprend bien, hein. On est en train de dire que K et J sont disjoints, donc il n'y a rien de commun à K et à J, et vous cherchez quelle est la probabilité que X soit dans K, sachant qu'il est dans J. S'il est dans J, il ne peut pas être dans K, puisqu'ils sont disjoints. Donc la probabilité est égale à 0. D'accord ? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Ça, c'était les généralités. Demain, probablement demain, on fera une classe virtuelle, je vais voir à quelle heure, et on fera le premier exemple, ce sera court, on fera un premier exemple assez court, qui est ce qu'on appelle la loi uniforme sur un intervalle. Donc d'ici demain, là, je vais vous mettre quelques exercices du type de ce qu'on vient de voir à faire pour vous entraîner un peu, et puis demain, on verra ce premier exemple. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Très bien. Bon, écoutez, dans ce cas-là, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais mettre les exercices tout de suite pour que vous puissiez regarder ça. Et puis, je vous dis dans la journée quand est-ce qu'on se retrouve demain. Demain, vous avez quoi comme classe virtuelle de prévu ? Vous avez cours avec Monsieur Bourdet, non ? Vous avez allemand, espagnol ? Ok. À quelle heure ? Philo ? Vous avez anglais à 8h. Ouais, ça c'est dur ça. Espagnol à 10h, 9h. Oui, je sais que le problème orange ne sera pas résolu demain. Je sais que ça va prendre du temps apparemment. Mais surtout que vendredi c'est le 8 mai, donc c'est férié. Mais de toute façon, je mets le poly en ligne et puis Mathias, tu as enregistré le cours d'aujourd'hui ? Ou Alan, un des deux ? Non, ils sont partis ? C'est Alan qui l'a enregistré ? Bon, j'espère que... Oui, Alan l'a fait, ok, très bien. Ça va être celui de... Ouais, non, 4G limité, c'est sûr. Du coup, vous préférez que je fasse pas de classe virtuelle demain ? On attend que ce soit réparé ? Si on fait une classe, vous ne serez peut-être pas là, oui, c'est sûr. Bon, donc on en fait une demain, et puis de toute façon, il y aura... Alan, tu es chez Free, toi ? Ou chez Bouygues ? Chez SFR ? Ok, donc ça marche, pas de souci.
Ok, donc tous les deux, vous n'êtes pas chez Orange, donc pour enregistrer. Puis bon, donc ceux qui peuvent pas assister demain, de toute façon, là, j'ai pas fait l'appel. Enfin, j'ai regardé vite fait qui était là, mais je fais pas l'appel et puis je sais qu'il y a des problèmes. Donc bah, demain, je sais pas, en début d'après-midi, du coup, vous avez rien en début d'après-midi ici à 14 heures. Ah, vous avez philo? De quelle heure à quelle heure philo? De 14 heures à 15 heures. Ok. Ben après la philo, alors à 15h15. Ok. De toute façon, ça sera court, hein. Je pense que ça va durer max une demi-heure. Donc on dit demain 15h15, puis jamais, si jamais il y a un problème, Fabien, tu m'envoies un mail. C'est bon? D'accord, très bien. Bon, on fait comme ça. Allez, bonne fin de journée et puis à demain.